Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être venus à notre invitation. Comme vous le savez, dans nos sociétés pétrolières, toute réunion commence par le safety moment. Et donc, il me revient de vous dire que nous avons 2 sorties de secours qui se trouvent à l'arrière et qui vous donneront accès directement à la rue Galilée. Une 3e sortie de secours qui se trouve ici et qui, à travers la cour, vous permet également d'accéder à la rue Galilée. Le point de rencontre se trouve de l'autre côté de la rue, devant le fleuriste. Enfin, il n'est pas prévu d'exercice aujourd'hui de sécurité, et donc si la sonnerie sonne, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose, et donc vous devrez, dans le calme, procéder par les sorties de sécurité et vous retrouver devant le fleuriste. Je vous remercie donc de vous être rendu à cette invitation pour la présentation du plan stratégique Bourbon in Motion. Dans un contexte mondial et sectoriel, marqué par la transformation des modèles d'affaires sous l'influence de la révolution numérique et qui génère un changement de comportement de tous les acteurs, je suis heureux que vous puissiez partager la vision dynamique de Bourbon, son nouveau visage, qui illustre ceux qui sont autour de Gaël aujourd'hui pour cette présentation. Gaël, c'est à vous. Merci Jacques. Mesdames et messieurs, bonjour. De nouveaux visages, effectivement, mais dans un but bien précis. Nous subissons la pire crise qu'ait connue notre industrie et le modèle actuel ne répond plus à ce marché qui est toujours plus exigeant à coût optimum. Et il nous faut donc nous réinventer, il faut accélérer. On ne peut pas faire les choses comme on le faisait hier. Et c'est tout l'enjeu de ce plan Bourbon in Motion que nous souhaitons vous présenter ce matin. Je vous propose dans un premier temps de faire un point sur le marché. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait pour nous adapter? Qu'est-ce que nous avons appris? Et enfin, de pouvoir vous présenter les orientations, les décisions stratégiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Le marché s'est contracté de façon violente de 30 à 40%. 30 à 40% du marché a disparu. Et cela fait maintenant 3 ans que cela dure. Et ceci s'explique. Et il est bon de le rappeler, nous subissons la pire crise qu'ait connue notre industrie. Et vous le voyez sur le graphique de gauche, nous sommes dans un marché cyclique, ce sont les bâtons rouges. Tous les 5 ans, en moyenne, nous avons un cycle bas. Et vous voyez, en 2014, quand le prix du baril a été divisé par 3, 4 en 2015, le marché s'est contracté de façon très violente. Et même si vous comparez à la crise Lehman Brothers en 2009, on en est très loin. Et il faudrait remonter, je dirais, au contre-choc pétrolier, peut-être dans les années 80, et même dans les années 80, ça n'avait pas été aussi violent. Et bien évidemment, ça a impacté l'offshore. L'offshore, comme je le disais, ça fait 3 ans qu'il se contracte, encore un peu en 2018, avant petit à petit de revoir des investissements repartir en 2019. Alors tout n'est pas noir. Heureusement, il y a des signaux positifs. Et le premier d'entre eux, c'est le prix du baril. Le prix du baril qui maintenant, depuis 1 an, est stable au-dessus de $50. Et $50, c'est bien la limite à partir de laquelle les compagnies pétrolières continuent à réinvestir, parce qu'à $50, le shale oil fait sens, l'offshore profond fait sens. Et d'ailleurs, vous le voyez sur le graphe de gauche, les compagnies pétrolières ont commencé à retrouver des marges de manœuvre, régénèrent du cash flow positif, et il faut remonter à 2008 pour retrouver de telles marges de manœuvre. Autre bonne nouvelle, c'est l'offshore pétrolier. Non, l'offshore pétrolier n'est pas mort. Oui, on en a encore besoin. Et la première raison, c'est que l'offshore pétrolier représente toujours plus de 25% de la production mondiale de pétrole, avec 26 millions de barils jour.
Et vous le voyez, dans le futur, pour pouvoir répondre à la demande et à la déplétion des champs, nous allons avoir besoin d'offshore, plus de 23%. Et d'ailleurs, les pétroliers l'ont bien compris, et on voit sur le graphe de droite que les décisions d'investissement commencent à remonter, et ce, dès 2017, c'est les FID, les décisions finales d'investissement. Alors la conséquence de ça, c'est que notre marché commence finalement à être positivement impacté. Nous pensons que nous avons atteint quelque part en 2017 le point bas, et petit à petit, l'activité va repartir. Alors vous avez différentes estimations sur la droite, sur le futur. En vert, l'estimation Bourbon qui est un peu plus conservatrice, mais tout le monde est d'accord pour dire que petit à petit, l'activité va repartir. La problématique, en fait, vient de l'offre. L'offre qui va continuer à peser sur les prix. Plus de 30% de la flotte mondiale est aujourd'hui stackée. Cela représente 1200 navires. Et tant que ces 1200 navires ne retrouveront pas du travail, les prix resteront bas. Alors là, il y a deux scénarios qui s'opposent. Les optimistes, qui considèrent que 2/3 de cette flotte stackée ne reviendra jamais. Et donc, fin 2018, début 2019, on pourrait voir les prix commencer à remonter. Les autres, plus conservateurs, et Bourbon on en fait partie, on considère que si les prix commencent à remonter, finalement, cette flotte reviendra au travail petit à petit. Et si c'est le cas, on est plutôt sur des prix qui remonteront d'ici 2 à 3 ans, 2020-2021. Et au-delà de l'activité, la problématique, effectivement, c'est bien le prix. Et là, vous le voyez sur ce graphe de gauche, vous avez les diagrammes bâtons qui représentent le cash-out opérationnel et financier sur le coût de la coque. La courbe rouge, ce sont les tarifs qui ont évolué et qui ont baissé sur les 4 dernières années. Et vous le voyez qu'en 2014-2015, nous avons pu nous adapter aux tarifs, mais qu'en 2016 et 2017, on n'arrive plus à suivre. On n'arrive plus à suivre. Pourquoi ? Nous avons baissé nos coûts de 30 à 40% sur 2 ans, 2 ans et demi. Mais malheureusement, si on voulait être à l'équilibre, si on voulait être une société pérenne aujourd'hui, il faudrait aller encore plus loin, baisser de 20 à 30%. 60 à 70% par rapport à 2014 de baisse des coûts. Et c'est bien l'enjeu du marché aujourd'hui. En conséquence de quoi ? En conséquence de quoi tout le monde souffre. Plusieurs sociétés ont fait faillite, particulièrement en Asie. D'autres se sont restructurées lourdement en se mettant sous chapitre 11, c'est particulier aux États-Unis. Certaines sociétés américaines ont nettoyé leur bilan, mais au détriment des actionnaires et des partenaires financiers. Une autre approche a été en mer du Nord. Les compagnies norvégiennes se sont consolidées entre elles pour pouvoir obtenir un effet de volume et essayer de baisser encore plus leurs coûts. Mais même en se consolidant, elles n'ont pas pu baisser plus de 30 à 40%, ce que l'on savait déjà chez Bourbon, puisque nous avons déjà la taille critique. Et Bourbon dans tout ça, nous souffrons comme tout le monde. Aujourd'hui, les navires en opération ne sont pas profitables. Les navires stackés qui, au début, nous ont aidés à nous adapter très vite en baissant nos coûts opérationnels, aujourd'hui pèsent sur notre compte de résultat parce qu'un navire stacké coûte environ 1 000 $ jour et la crise dure. Et enfin, certains navires qui ne correspondent plus vraiment au marché parce que trop âgés, parce que propulsion classique, pas de système de positionnement dynamique, perdent de leur valeur. Alors, dans ce contexte bien tendu, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons appris? Nous nous sommes tout d'abord concentrés sur ce qu'on contrôle, sur ce qu'on sait faire le mieux, et c'est délivrer l'excellence opérationnelle.
Et délivrer l'excellence opérationnelle, c'est clé parce que c'est le prérequis pour mettre les bateaux au travail. Nous avons réalisé, en termes de sécurité des opérations, quasiment notre meilleur résultat en 2017 à 0,53, un taux de 0,53 d'incidents par million d'heures travaillées. Bravo à toutes les équipes de Bourbon. Et nous avons été capables de maintenir un taux de disponibilité technique supérieur à 95%, supérieur à nos objectifs, ce qui n'est pas évident dans le marché actuel parce que beaucoup de nos compétiteurs aujourd'hui coupent dans les coûts de maintenance, mais la disponibilité technique, c'est clé. Enfin, nous avons surperformé d'une façon générale le marché de 5 à 10 points en termes de taux d'utilisation. Aujourd'hui, il faut que les bateaux travaillent, il faut que l'on puisse générer du chiffre d'affaires. Et cela, grâce à nos accords clés avec nos clients principaux, comme Technip, BP, Total, Exxon, Chevron, grâce à nos partenariats locaux qui nous permettent de continuer à travailler dans les pays, même si ces pays-là se referment pour protéger leur industrie. Et vous le voyez d'ailleurs, sur les derniers trimestres de 2017, on voit que petit à petit, les taux d'utilisation et l'activité remontent. Cash is king. Nous manageons le cash au quart d'eau. Nous nous sommes focalisés en particulier sur les retards clients et nous avons travaillé avec nos clients pour les réduire. Et vous voyez, nous avons pu baisser de 30%, de plus de 30% nos retards. Toute dépense d'investissement, de maintenance, de réactivation de bateaux est dorénavant pilotée en direct par le comité exécutif. Et enfin, nous avons baissé drastiquement nos coûts. Les frais généraux de 25%, le coût opérationnel de 35% et nos investissements de 60%. En réorganisant nos process, en fermant malheureusement des sociétés, en stackant des navires, en arrêtant des navires. Mais malheureusement, ce que nous avons appris, c'est que ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce qu'il nous faut aller rechercher encore ces 20 à 30% qui nous manquent. Et pour aller chercher ces 20 à 30% qui nous manquent, il y a deux options. La première, c'est attendre. Aller prier à Notre-Dame de la Garde que les tarifs remontent le plus vite possible. Et la deuxième, vous l'imaginez, c'est accélérer, c'est bouger, c'est se transformer et essayer de trouver des solutions. Et c'est tout l'enjeu de ce plan Bourbon in Motion. Alors, quand on regarde ou quand on analyse notre marché, il y a deux axes stratégiques principaux. Le premier, c'est l'attractivité du marché. Est-ce que nous pouvons augmenter nos barrières à l'entrée? Est-ce que nous pouvons nous spécialiser un peu plus pour pouvoir générer plus de chiffre d'affaires, plus de marge? Est-ce que nous pouvons avoir un meilleur accès au marché à travers de vrais partenariats dans les pays dans lesquels nous opérons? Et finalement, est-ce qu'on peut faire évoluer notre business model? L'autre axe stratégique clé, c'est la compétitivité opérationnelle. Et là, le driver, c'est les coûts. Est-ce qu'on peut continuer à tomber nos coûts? Est-ce qu'on peut se focaliser sur des régions particulières, travailler en mode franchise ou faire évoluer la technologie en connectant notre flotte? Et point clé dans cette approche, il faut être les premiers à bouger parce qu'il y a une prime à celui qui bouge le premier. Alors quand on regarde nos activités sous cette double segmentation, si on regarde suivant l'axe de l'attractivité marché, nous avons à la fois des activités de spécialité, mobility, subsea, des activités que nous réalisons pour la Marine nationale, la protection du littoral, des activités d'ancrage et de remorquage, des activités d'assistance aux tankers qui viennent décharger le pétrole des FPSO. La clé dans ce segment d'activité, c'est la différenciation. Et aujourd'hui, malgré la crise, ces activités-là résistent bien. La problématique, en fait, vient de l'activité marine et logistique qui subit de plein fouet la surcapacité de navires et qui est en train de se commoditiser.
Et sur cette activité spécifique, le driver, c'est les coûts. Et les coûts, on peut les baisser en connectant notre flotte. C'est ce que l'on appelle la flotte smart. Et malheureusement, il y a des navires que nous pensons qu'il ne fait pas sens de connecter. C'est la flotte traditionnelle, la flotte non-smart. Et quand on regarde le poids respectif de ces différents segments, on s'aperçoit en fait que nous avons 3 activités principales. L'activité crewboat, l'activité subsea, 2 activités de spécialité. Le driver, c'est la différenciation. Et une activité de commodité, la marine et logistique, dont le driver principal, c'est les coûts. Et ce qui est intéressant d'ailleurs de noter dans l'activité marine et logistique, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde le pourcentage de navires stackés en navires traditionnels ou en navires modernes, ou même la marge opérationnelle, elle est plus ou moins la même. Plus ou moins la même, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre driver, c'est le cash. Et toutes nos décisions sont drivées par le cash. Nous sommes certainement vrais à très court terme. Par contre, à moyen terme, peut-être que nous sommes faux, parce que nous devrions privilégier la flotte moderne, la flotte sur laquelle nous pourrons baisser nos coûts durablement et atteindre ces 20 à 30% qui nous manquent. Et je vous propose de regarder ces 3 activités un petit peu plus en détail. L'activité mobility tout d'abord. Nous avons une forte barrière à l'entrée à travers notre concept historique qui est le concept des surfeurs. Une base technique pour assurer la fiabilité, un navire pour transporter le passager à toute vitesse et de façon confortable, et un système de boat landing qui permet de transférer le passager sur l'installation offshore en toute sécurité. Deuxième barrière à l'entrée, la taille de notre flotte. Nous opérons plus de 250 bateaux sur ce marché et aujourd'hui, c'est définitivement une barrière forte par rapport à la compétition. Deuxième point, c'est l'accès au marché. Pourquoi? Parce que l'activité crewboat, c'est une activité locale et nous avons donc besoin de partenariats clés que nous avons développés au Gabon, au Congo, au Nigeria. Le driver dans Mobility, c'est la différenciation. Peut-on faire évoluer notre business model? Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vendre à nos clients un taux de disponibilité technique supérieur à 95%. Mais quand vous êtes passager, si vous tombez sur les 5% de breakdown, je pense que vous n'êtes pas très content. Je pense que dans la salle, quand vous prenez l'avion, vous ne vous dites pas « j'espère que je ne suis pas sur les 3% de breakdown d'Air France ». Donc là, c'est exactement la même démarche. Comment est-ce que l'on peut faire pour passer d'un taux de disponibilité technique de 96% à un taux de service à 100% centré autour du passager? Et c'est tout l'enjeu, je dirais, de ce segment. Il va falloir être innovant, peut-être manager des terminaux passagers, fournir de nouveaux services en connectant aux passagers, en connectant les navires. Nous vous l'expliquons et nous reviendrons plus tard sur ce point. Et c'est exactement le même challenge du côté de l'activité subsea. Là aussi, c'est une activité de différenciation. Nous avons une forte barrière à l'entrée avec des navires standardisés au bon endroit. Nous avons les capacités en interne en termes de management de navires, en termes d'engineering, en termes de management des robots sous-marins, en termes de projets. Est-ce que là aussi, on peut passer d'une activité de day-rate à une activité de service plus intégré? Service plus intégré qui nous permettrait de générer plus de chiffre d'affaires et plus de marge en utilisant les mêmes assets. Et là, il faut être innovant. Nous avons reçu un award de la part de Total au mois de novembre. C'est le premier en 30 ans d'opération avec Total, parce que nous avons été capables de réaliser une opération de stimulation de puits à partir d'un navire, opération qui était avant réalisée à partir des installations offshore, les plateformes. Et ça a permis à Total de réduire ses coûts de 2 à 3 fois. Et ça a permis à Bourbon d'augmenter son chiffre d'affaires de 2 à 3 fois. Et c'est ce que nous allons essayer de chercher sur cette activité subsea dans le futur. Enfin, la marine et la logistique. La barrière à l'entrée, c'était l'excellence opérationnelle et les flottes standardisées et modernes. Mais malheureusement, cette barrière à l'entrée est en train de se transformer en prérequis.
et cette activité-là se commoditise. Le challenge sur cette activité est en fait de baisser les coûts. Et c'est pour ça que nous avons identifié la flotte non-smart et les flottes smart. Et un point intéressant, c'est que quand on connecte la flotte, on s'aperçoit en fait que nous connaissons les opérations de nos clients presque mieux qu'eux. Pourquoi ? Parce que nous savons en temps réel où est le navire, combien il consomme, quel type d'opération il est en train de réaliser, quels sont les équipements embarqués, quelle est la surface de pont utilisée, et tout ça en temps réel. Et quand on commence à collecter toutes ces informations, pourquoi pas, là aussi, et ce serait une nouveauté dans ce segment qui se commoditise, essayer de fournir des services intégrés et remonter la barrière à l'entrée en fournissant de la logistique marine en contrat intégré. Alors je vous propose de faire un petit focus sur l'activité marine et logistique. Oui, nous évoluons dans un contexte tendu. Oui, c'est la guerre. Oui, c'est la crise. Mais il y a quand même des opportunités. Et la première, c'est la révolution digitale. Et la révolution digitale, c'est les technologies utilisées pour la voiture autonome, pour les camions autonomes, qui peuvent être applicables à notre industrie. Et la deuxième opportunité, c'est que dans ce marché de crise, nos clients n'ont jamais été aussi ouverts au changement. Ils attendent que l'on vienne vers eux pour leur proposer de nouvelles solutions. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Et Total, par exemple, a déjà connecté ses FPSO, utilise les nouvelles technologies en mer du Nord, en Angola, au Qatar. BP aujourd'hui, suite à l'incident Macondo, a connecté tous ces systèmes d'obturation de puits en cas de problème et les opère dorénavant non plus du rig, mais directement de Houston. Et c'est ce que nous souhaitons faire avec notre flotte, capitaliser sur ces nouvelles technologies. C'est pour ça que nous avons identifié deux types de flottes. La flotte Smart, que nous allons connecter. Elle représente environ 132 navires. C'est une flotte qui a tous les systèmes redondants, manœuvrables, diesel électrique pour pouvoir optimiser la consommation de carburant. Elle est construite en série et elle a entre 5 et 6 ans d'âge. Et nous avons développé, pour pouvoir la connecter, ce que l'on appelle en interne le Smart Shipping Programme. C'est un programme sur lequel nous travaillons depuis maintenant 2 ans. Ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste un concept. Aujourd'hui, c'est un programme qui était basé sur une possibilité de connecter à la fois le navire, les opérations dans le pays et un support central à Marseille. Le principe, il est simple. Aujourd'hui, nous opérons nos navires avec 14 à 15 personnes pour réaliser nos opérations. L'idée est de dire, est-ce que nous ne pourrions pas finalement réduire le nombre de personnes embarquées, transférer certaines fonctions à terre et opérer nos navires avec 9 à 10 personnes. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Pour connecter ces navires, il va nous falloir investir environ 500 000 € par navire, ce qui représente un investissement de 75 millions d'euros de CAPEX. On sait environ connecter 30 à 40 navires par an, ça va donc nous prendre 3 ans, et nous aurons donc en 2020-2021 le plein effet de ces économies. Ce plan est structuré autour de 4 projets principaux, les systèmes de positionnement dynamique, la simplification des process à bord, la maintenance et un support opérationnel. Le projet de système de positionnement dynamique, tout d'abord. C'est un système qui a été inventé il y a maintenant 20 à 30 ans. L'objectif était de permettre aux navires d'opérer très proche des plateformes en toute sécurité. C'est un système qui est composé de 2 consoles qui sont installées à la passerelle du navire et qui sont opérées par ce que l'on appelle des officiers d'épée. 4 officiers d'épée, puisqu'il faut être capable d'opérer 24 heures sur 24.
Le problème, c'est que nous ne passons pas notre temps collés à la plateforme. Et les navires, finalement, opèrent entre 10 et 15% de leur temps en système de positionnement dynamique. Par contre, nous avons 4 personnes à temps plein au cas où. L'idée était donc d'étudier et de voir si nous ne pouvions pas mutualiser des fonctions. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé avec la société Kongsberg et le Bureau Veritas. Nous avons mutualisé une fonction de la machine en essayant d'automatiser la machine. Nous avons renvoyé les fonctions à la passerelle et elles peuvent être conjointement opérées maintenant par un seul opérateur. Mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je vous propose d'écouter le commandant du Bourbon Explorer 508. Le Bourbon Explorer 508, c'est le premier bateau qui a été modifié et qui opère suivant cette nouvelle mode. Il est actuellement à Trinidad et il travaille pour BP. Et je vous laisse écouter le commandant Alexandre Motte. Bonjour, je m'appelle Alexandre Motte, j'ai 32 ans. J'ai rejoint Bourbon en 2007, j'ai commencé comme élève, puis rapidement je suis devenu lieutenant polyvalent, embarquant au service pont comme au service machine. J'ai ensuite effectué 6 ans comme second capitaine, puis en 2017 j'ai été promu capitaine. Kongsberg Maritime et Bourbon ont développé conjointement les modifications pour ce projet. Les 2 chaises de commande du positionnement dynamique à l'arrière de la passerelle ont été modifiées. Aujourd'hui, chacune d'entre elles peut contrôler à la fois l'automatisation de la machine et le système de positionnement dynamique. L'autre modification concerne les équipements de navigation principaux. Le radar, l'EC10, le GPS, le pilote automatique ont été centralisés pour pouvoir être surveillés depuis le poste de commande du positionnement dynamique. Ces modifications sont certifiées par une nouvelle notation du Bureau Veritas, partenaire de Bourbon dans le projet DPO-Flex. Traditionnellement, pour opérer un navire en positionnement dynamique sur une durée de 24 heures, nous avions besoin de 4 officiers en passerelle, certifiés en positionnement dynamique, et de 2 officiers mécaniciens qui prenaient part au quart en salle des machines. Aujourd'hui, grâce aux mises à jour du système Kongsberg et de la nouvelle notation de classe du Bureau Veritas, nous pouvons opérer le navire avec 3 officiers passerelles certifiés en positionnement dynamique, un officier mécanicien qui prendra part également au quart en positionnement dynamique puisqu'il est certifié. Le reste de l'équipage reste d'astreinte en cas d'alarme. Ce nouvel environnement de travail est très collaboratif. Les 2 opérateurs vont pouvoir utiliser des checklists de type aviation, c'est-à-dire qu'un opérateur va répondre à l'autre pour vérifier les paramètres du système. Cela favorise la sécurité des opérations et ça guide également les opérateurs pour répondre aux situations d'urgence. Ceci est une révolution digitale pour améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations. Les retours montrent que 80% des incidents sont les conséquences d'erreurs humaines. Il était donc urgent d'agir pour Bourbon, mais aussi pour nos clients. Le projet DPO-Flex améliore l'interface homme-machine et réduit le risque d'incidents liés aux facteurs humains. BP est très favorable à ces évolutions. Ils sont également dans une phase de digitalisation de leurs documents et procédures. Nous travaillons par exemple avec des manifestes de chargement en ligne et également des checklists numériques. Ce projet est une réelle évolution de notre métier et c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi et reconnu comme la personne pouvant mener à bien ce projet. Alors, point important à noter, c'est l'approbation du client BP. Parce qu'en fait, on se concentre principalement sur l'innovation technologique, sur la modification. Mais il faut voir que sur ce projet-là, l'évolution technologique nous a pris 6 à 8 mois de travail en interne et avec la société Kongsberg. Mais il nous a fallu derrière 6 à 8 mois pour convaincre BP. Parce qu'avant de pouvoir approcher une plateforme en toute sécurité, il faut passer suivant tous les process et toutes les étapes de qualification auprès du client. Et ça, c'est un point clé. Et aujourd'hui, nous l'avons fait. Passer BP, c'est une des meilleures références sur le marché aujourd'hui. Et ça va nous permettre aujourd'hui, maintenant, de déployer le système sur le marché.
Autre projet et programme du programme Smart Shipping, c'est la simplification des process à bord. Nous avons formé une dizaine de spécialistes en interne à la méthodologie Lean Six Sigma et nous les avons envoyés à bord pour aller mesurer, pour aller regarder comment nous opérions nos différents process à bord. Et nous avons décidé de nous concentrer sur 20 d'entre eux, les plus importants. Et ça a été en fait une découverte assez intéressante parce que on pensait être les meilleurs, on pensait faire les choses de façon optimum. Et si on prend par exemple une opération de transfert de ciment que nos bateaux réalisent de façon régulière, il faut voir qu'aujourd'hui on s'est aperçu qu'on demande à nos équipages de passer à travers 21 étapes avant de pouvoir faire l'opération de déchargement de ciment. Et à travers ces 21 étapes, ils doivent remplir 15 documents différents. Et sur ces 15 documents, en plus, vous pouvez imaginer, il y a beaucoup d'informations redondantes. Donc, le but, c'est de simplifier ces process. Dans cet exemple, on pourrait passer à 5 ou 6 étapes et remplir une bonne fois pour toutes un document. Et le navire étant connecté, une bonne partie des informations pourrait déjà être remplie automatiquement. Et c'est tout le but de ce projet des simplifications à bord. Et là, nous pensons, là aussi, une fois que ce sera déployé sur toute la flotte, pouvoir économiser une position d'officier junior. Troisième projet clé, c'est la maintenance. Pourquoi la maintenance ? Parce que c'est 5 à 6 personnes embarquées à bord. Et l'idée, c'est tout d'abord de renforcer encore plus notre maintenance, bouger vers de la maintenance conditionnelle ou prédictive, c'est-à-dire une fois que les équipements seront connectés, au lieu de changer les pièces de rechange en fonction des recommandations fournisseurs, on les changera juste avant qu'elles cassent. Ça nous permettra d'économiser en termes de pièces de rechange. Par contre, une fois que la flotte est connectée, autre avantage, c'est que nous pouvons transférer des fonctions à terre. Aujourd'hui, les 6 personnes réalisent des fonctions de conduite de la machine, support aux opérations clients, la maintenance de routine et sont capables d'intervenir en cas de problème. Demain, si on peut transférer les écrans de la machine à terre, nous pensons que nous pouvons renvoyer à terre 2 à 3 personnes. Alors quand on parle à nos équipes, on leur dit ne vous inquiétez pas, ces 2-3 personnes seront toujours là à terre et continueront à intervenir quand le bateau touchera le quai. Parce que nous opérons en cabotage et dans les eaux territoriales de chaque pays et les bateaux touchent le quai tous les 2 à 3 jours. Donc en fait, changer notre mode de fonctionnement en organisation un peu Formule 1 en mode pit stop. Mais la beauté du système, c'est que quand on commence à additionner 1, 2, 3, une dizaine de navires ensemble, et qu'on commence à dire finalement il y a 3 personnes à terre par navire, et que si on a 10 navires, finalement on en a 30, quand on parle à nos équipes, bien évidemment que nous n'avons pas besoin de 30 personnes pour faire l'organisation, la maintenance pit stop des navires quand ils touchent le quai. Et c'est là le levier important qui nous permet de commencer à gagner beaucoup. Et c'est pour ça que nous pensons pouvoir réduire à terme un officier et un marin à bord de nos navires. Dernier projet, c'est le centre opérationnel. Une fois la flotte connectée, nous allons pouvoir suivre les écarts de notre flotte par rapport à ces opérations nominales. Et là, je voudrais remercier tout particulièrement Adeline Chalon, qui nous a, membre du conseil d'administration de Bourbon, qui nous a permis d'aller visiter le centre opérationnel d'Air France et de la SNCF. Et nous n'allons pas réinventer la roue. Nous allons en fait, dès la fin de cette année, créer un centre identique. L'idée, c'est d'avoir en permanence, 24 heures sur 24, des officiers référents capables d'apporter leur savoir-faire dans toutes les fonctions nécessaires au bateau, la maintenance, le crewing, la sécurité, les opérations, répondre aux clients. Et ce centre opérationnel pourra en fait être disponible dès la fin de cette année 2018. Vous l'avez compris, le programme Smart Shipping, ce n'est pas simplement un concept, une idée, c'est du concret, c'est du réel aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'améliorer
l'excellence opérationnelle à bord de nos navires, tout en réduisant drastiquement nos coûts. Alors, la non-smart fleet. La non-smart fleet, c'est la flotte que nous ne pouvons pas connecter parce que trop âgée. C'est une flotte qui a en moyenne 12 ans d'âge. On considère que, vu la reprise du marché, cette flotte a beaucoup de chances de rester stackée sur les 2-3 années qui viennent, ce qui fait que quand elle repartira en opération, elle aura déjà 15 ans d'âge. Il faudra payer des coûts importants de réactivation, plus, si c'était possible, la connecter. Et un navire de 15 ans d'âge, ça ne fait pas de sens de le faire, vu la période de vie qui lui restera. Par contre, et c'est pour ça que nous avons donc décidé de nous séparer de cette flotte. Par contre, c'est une flotte qui a un marché. Elle a un marché parce que 40% des compétiteurs aujourd'hui qui ont moins de 10 navires ont une flotte qui a un âge d'une moyenne de plus de 23 ans. Et donc, ils sont intéressés, et on a des opportunités pour vendre nos navires, ils sont intéressés pour substituer leur flotte vieillissante. La problématique, c'est que, je le disais en introduction, la valeur de certains navires a baissé drastiquement, et la valeur de cette flotte a baissé de 50 à 70%. Et c'est pour ça que nous avons décidé, sur l'année 2017, de supporter un impairment d'environ 170 millions d'euros pour nous permettre de vendre cette flotte. Alors, compte tenu de cette analyse stratégique, vous comprenez bien que ces trois activités ont leurs propres critères, leurs propres enjeux stratégiques, et c'est pour ça que nous avons donc décidé de scinder Bourbon en trois. Bourbon Marine et Logistique, Bourbon Subsea, Bourbon Mobility, trois filiales de Bourbon qui vont rapporter directement à Bourbon Corporation. Chacune de ces filiales auront ses propres clients, sa propre flotte, ses propres équipes, et vous voyez là les chiffres de 2017, de ce que ça pourrait donner en termes de projection. Et on comprend bien que faire de la logistique marine, optimiser la consommation de carburant, ça n'a rien à voir avec faire de la stimulation de puits, et ça n'a encore rien à voir avec le transport de passagers et tous les services que l'on peut fournir autour du passager. Et nous avons l'intention, en fait, de dupliquer, lorsque la taille critique le permet dans les pays, cette organisation. Nous sommes en train de faire un test en ce moment au Nigeria, où Petromarine Engineering pourrait être la société qui représenterait le subsea dans le pays, Petromarine, la société marine et logistique, et Bourbon Interoil BINL, la société Mobility. Bourbon, dans ce cadre-là, apporterait à travers un contrat de franchise des services partagés et s'assurer que les standards soient respectés. Nous avons donc décidé d'accélérer et de déployer l'organisation dès 2018. Chacune de ces sociétés aura sa propre gouvernance, avec son propre CEO qui rapportera à son propre board composé de 4 membres de Bourbon, 3 membres extérieurs. Victor Chevalier sera le CEO de Bourbon Marine et Logistique, Patrick Bellenfant, le CEO de Bourbon Subsea Services, et François Lesler, celui de Bourbon Mobility. Bourbon Corporation, quant à elle, se focalisera sur la marque. Pourquoi la marque? Parce que chacune des filiales portera le nom de Bourbon. Les clients grands comptes. Bourbon Corporation sera en charge des standards opérationnels, gardera la partie innovation surtout tournée autour du management de la donnée. Bourbon Corporation, bien évidemment, conservera la stratégie et les accords de partenariat. Et enfin, pilotera la performance globale à travers les conseils d'administration et fournira, si cela fait sens, des services partagés. Alors je vous propose de découvrir ces 3 sociétés à travers les voix de leur CEO.
Et nous allons commencer par Bourbon Marine et Logistique. Et je vous présente Victor Chevalier. Victor Chevalier est le VP Transformation. Il nous a rejoint il y a maintenant 1 an et prendra la société Bourbon Marine et Logistique en charge à la rentrée cette année. Victor, je te laisse la parole. Merci. Merci. Je vous propose donc qu'on fasse un focus sur Bourbon Marine et Logistique. Bourbon Marine et Logistique, c'est aujourd'hui ce qui correspond au périmètre de l'activité des bateaux supply. Gaël vous l'a parlé, le contexte est très tendu, le marché est très difficile, mais l'entreprise peut aujourd'hui reposer sur 4 grandes forces. 4 grandes forces qui sont 1. La solidité qui est le résultat de la belle trajectoire de croissance qu'a connue Bourbon depuis le début des années 2000. Deuxièmement, la confiance de nos clients, une confiance répétée qui s'incarne tous les jours de façon continue. Troisièmement, la marque Bourbon, une marque qui est reconnue, une marque qui est positionnée comme leader. Et enfin, quatrièmement, un modèle qui est unique, à la fois international et très local. Ces 4 forces, ces 4 axes nous permettent de pouvoir reposer vraiment dessus pour pouvoir dérouler le plan dont Gaël a commencé à vous parler. Parce que notre ambition, ce n'est pas de garder la position actuelle, c'est de recréer de la valeur sur ce segment. Première force donc, c'est la solidité. La solidité, c'est la solidité des actifs. Flotte de 210 navires. Une flotte jeune, une flotte construite en série, dont les 130 navires de la flotte Smart dont Gaël vous a parlé. C'est la solidité des opérations, avec 4500 employés, dont 3800 marins, et 8 armateurs répartis sur toute la surface du globe qui gèrent les opérations au quotidien. Solidité aussi de l'empreinte géographique. En 2017, nous avons travaillé dans 39 pays. 39 pays pour générer un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros. Donc, une empreinte géographique solide qui nous permet de faire face aux aléas qui peuvent avoir lieu dans ce marché. Et enfin, dernière solidité de notre base client. Vous voyez ici tous les grands noms, à la fois des super majors, des compagnies internationales, des contractors et des compagnies pétrolières nationales. Donc, 4 solidités. Solidité des actifs, solidité des ressources et des opérations, solidité de l'empreinte des marchés géographiques et solidité de la base client. Deuxième force de Bourbon, Marine et Logistique, c'est la confiance. La confiance répétée de nos clients dans le service que nous fournissons. Notre expertise aujourd'hui, c'est de ravitailler, remorquer et ancrer les installations offshore de nos clients. Cette expertise, nous la déployons à la fois sur le plateau continental et dans l'offshore profond, à la fois en exploration et en production. C'est une expertise que nous avons donc développée dans tous les pays où nous opérons. Le modèle de l'offshore pour ce service, c'est un modèle communément admis qui est celui de l'affrètement. On met à disposition de nos clients un navire et son équipage. Ensuite, c'est au client de gérer tous les autres coûts, que ce soit le fuel ou les coûts annexes, et de l'utiliser comme bon lui semble. La confiance aujourd'hui, elle se manifeste par la disponibilité technique. Gaël vous a montré les résultats, plus de 95% de disponibilité technique en 2017. C'est ce qui importe d'abord au client, c'est qu'effectivement le navire soit là quand on a besoin de lui. Ensuite, ce qui fait la confiance, c'est la safety. La safety dans l'offshore, on ne rigole pas avec ça. La sécurité des hommes et des actifs, c'est clé, c'est primordial, c'est un prérequis pour pouvoir travailler. Et aujourd'hui, nos résultats de sécurité sont encore en augmentation. Donc, encore une fois, je remercie vraiment les équipes pour leurs efforts, pour tout ce travail qu'ils ont accompli dans la difficulté du marché. Et enfin, troisième élément dans lequel se manifeste la confiance de nos clients, c'est la relation. Une relation qui est continue. Une relation qui est continue à la fois dans la durée, avec des clients avec lesquels nous travaillons, et qui est continue depuis la base de Soyo en Angola jusqu'au tour de nos clients à Houston.
C'est ça aujourd'hui la confiance. C'est que dès qu'il y a un problème, nous sommes en mesure de le résoudre rapidement et au bon niveau. Donc, première force, solidité. Deuxième force, la confiance de nos clients sur laquelle nous pouvons reposer pour aller au-delà. Troisième force de Bourbon aujourd'hui, c'est la marque. La marque Bourbon. La marque Bourbon sur un marché. Un marché qui est compliqué. C'est un euphémisme. Il est compliqué à cause de la surcapacité et il est compliqué à cause de la fragmentation. Ce qui fait qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui marché et secteur à cette surcapacité. La plupart de nos concurrents, 400 en tout, souffrent énormément d'un point de vue trésorerie, d'un point de vue cash. Et les quelques-uns qui s'en sortent, dont Bourbon, respectent souvent 3 critères clés. Premier critère, ils ont les bons bateaux qui permettent de répondre aux exigences contractuelles de nos clients. 2 exemples là-dessus, l'âge. De plus en plus d'appels d'offres exigent aujourd'hui des navires qui ont moins de 15 ans, voire on a maintenant des appels d'offres qui demandent des navires de moins de 10 ans. Donc l'âge est un élément clé et qui va mettre hors marché tout un certain nombre de navires parmi les 3500 OSV du marché aujourd'hui. Et deuxièmement, l'efficacité au quotidien. L'exemple de Bourbon, l'exemple sur lequel nous avons investi, c'est le fuel. Nos navires aujourd'hui sont efficaces d'un point de vue fuel. Ils permettent effectivement aux clients d'opérer à moindre coût. Donc vraiment, premier prérequis, avoir les bons navires qui permettent de répondre aux exigences les plus fortes des clients. Deuxième facteur de résilience, c'est les opérations, la continuité des opérations, le contrôle des coûts. Là-dessus, Bourbon a travaillé depuis des années. Vous avez vu les résultats, baisse des coûts de structure, baisse des coûts opérationnels, baisse des dépenses d'investissement. Et enfin, le troisième axe, bien sûr, c'est l'accès au marché. Un accès au marché qui est très important dans pas mal de pays où nous opérons et qui permet d'être plus résilient quand le marché se contracte en volume, d'être celui qui reste, celui qui garde la relation avec le client. Enfin, quatrième force de Bourbon, c'est notre modèle d'affaires qui est unique. Il est unique parce que nous sommes internationaux. Vous le voyez ici, notre flotte est répartie dans la plupart des zones d'offshore, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit au Middle East ou en Asie. Donc nous avons cette présence internationale qui nous permet de diversifier le risque, qui nous permet de ne pas dépendre d'un client en particulier ou des aléas d'un champ en particulier. C'est très important aujourd'hui dans la volatilité prix et volume du marché qu'on connaît. Donc nous sommes internationaux, mais nous sommes aussi très locaux. Nous sommes très locaux et ça c'est le résultat d'une stratégie assumée de Bourbon depuis des années qui a consisté à s'implanter petit à petit, à générer la croissance en partenariat avec des opérateurs, des partenaires locaux forts qui connaissent leur marché, qui sont là pour s'implanter dans la durée et qui ne sont pas là pour réaliser un coup de temps en temps. Vraiment, c'est ce qui fait aujourd'hui que quand nous regardons les baisses de volume, les baisses de prix, Bourbon s'en sort dans beaucoup de géographies mieux que les concurrents qui n'ont pas cette capillarité locale, qui n'ont pas cette compréhension fine du marché. Donc en synthèse, la situation aujourd'hui de Marine & Logistique, c'est 4 forces. La solidité, actifs, ressources humaines, diversité géographique, clients. C'est la confiance de nos clients pour répondre à leurs besoins de ravitaillement, de remorquage et d'ancrage. C'est la marque qui est reconnue, qui est vraiment la marque la plus forte sur le secteur. Et enfin, c'est ce modèle unique à la fois international et local. Est-ce que c'est suffisant ? Ce serait suffisant si on était dans un marché porteur, si on était dans un marché qui générait de la valeur, et si on n'était pas Bourbon. On est Bourbon. Bourbon, c'est un esprit pionnier. Bourbon, c'est un esprit d'avancer, de proposer des nouveautés, d'innover, d'aller chercher ce qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu, pour recréer de la valeur sur ce secteur, c'est d'innover, de sortir de notre zone de confort, d'aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Notre enjeu, c'est de sortir du système où chacun opère au niveau d'un navire sur une obligation de moyens et pas de résultats.
Nous devons travailler flotte et pas navire, digital et pas reporting papier, collaboration et pas relation contractuelle client-fournisseur rigide. Et nous devons travailler service à valeur ajoutée, obligation de résultat et pas obligation de moyens. Le smart shipping est la première étape. Le smart shipping va nous permettre de connecter nos navires, de travailler comme flotte, d'avoir une maintenance où nous sommes mieux en mesure de planifier les opérations. C'est une première étape qui nous permet de faire face, mais qui n'est pas suffisante. Pour aller au-delà, il faut qu'on sorte donc de cette relation des rates. Il faut que l'on sorte de cette logique d'affrètement où nous avons tout à disposition et le client fait ce que bon lui ensemble. Exemple, la gestion de la flotte. Gaël vous a donné des exemples sur l'utilisation du pont ou la consommation de fuel. Nous avons analysé plus d'1 million de data points et nous avons constaté aujourd'hui sur la flotte Bourbon comme sur la flotte de nos concurrents des très grandes hétérogénéités en termes d'utilisation. Donc les navires ne sont pas utilisés au plein de leur capacité, en termes de consommation de fuel, en termes de mix de flotte par rapport aux besoins clients. Et donc aujourd'hui, Bourbon est prêt à prendre plus de risques en termes d'affrètement, plus de risques en termes de fuel. Ces risques, nous les maîtrisons aujourd'hui. Nous avons les data, nous avons les compétences, nous avons les actifs pour pouvoir les gérer de façon plus efficace. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu de prendre plus de place sur toute la gestion de la flotte pour nos clients. Deuxième enjeu, la chaîne logistique ne s'arrête pas au bateau. La chaîne logistique, c'est plein d'interfaces. Aujourd'hui, vu de nos clients, l'actif qui est sur le chemin critique, c'est le bateau. C'est le bateau, donc c'est lui qui devrait imposer son rythme aux autres éléments de la chaîne logistique. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que sur l'ensemble de la flotte Bourbon, depuis 2014, un bateau, quand il arrive au port, il passe entre 60 et 80% du temps à attendre qu'il se passe quelque chose. Entre 60 et 80% du temps à attendre qu'il se passe quelque chose. Et pendant ce temps, le client paye un affrètement. Bourbon paye un équipage. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Il y a des ordres, des contre-ordres, l'entrepôt qui n'a pas compris qu'il fallait apporter les pipelines, les camions qui ne sont pas à disposition, la grue qui n'est pas prépositionnée. Aujourd'hui, en travaillant différemment le planning, on peut réduire ce coût, on peut améliorer l'efficacité de la chaîne logistique. Bourbon, comme étant l'acteur qui est positionné sur l'actif le plus critique, est en mesure d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous allons le faire. Sur l'exploration, je vous l'ai dit, Bourbon est très local. Bourbon a un footprint dans beaucoup de pays, parmi tous ceux où nous opérons, avec des bases logistiques, avec des structures à terre existantes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer des services intégrés à nos clients, où nous proposons la base à terre, où nous proposons la structure à terre et un navire à disposition sous forme d'un service intégré. Nous allons d'ailleurs tabler sur le subsea pour pouvoir avancer là-dessus. Et donc, en synthèse, nous avons des fondamentaux qui sont là. Nous avons un plan, nous avons une ambition, nous allons avancer. Et ce qui va faire que nous allons réussir, c'est que nous avons les hommes et les femmes qui ont envie d'avancer, qui ont l'enthousiasme, qui ont la volonté d'y aller et qui ont les compétences marines, mais aussi les compétences en termes de service. Et là-dessus, donc, je passe la parole à Patrick, qui a un coup d'avance sur nous, effectivement, en termes de service clé en main. Merci, Victor. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter la partie Bourbon Subsea Services. Victor vous disait on a un coup d'avance. Bon, on a quand même 14 ans d'histoire. 14 ans d'histoire. En 2004, on a commencé avec un navire. Un navire, 2 millions de chiffre d'affaires. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. 14 ans plus tard, 22 navires et 220 millions de chiffre d'affaires. 25 robots. C'est aussi une démarche industrielle qui a été lancée en 2008, puisqu'en 2008, nous avons commandé 10 Bourbon Evolution 800 que vous avez vu sur la présentation, sur la slide juste avant. C'est aussi 1000 personnes, des femmes, des hommes répartis sur la planète. C'est une centaine de personnes dans des bureaux d'études
pour trouver des solutions pour nos clients. Trouver des solutions pour nos clients, on s'est d'abord intéressé aux super majors. Comme vous le savez, il faut mieux être plus près de Dieu que de ses saints. Et donc, nous sommes allés vers les super majors dès 2004 pour faire de l'assistance à la maintenance, à la production des champs pétroliers. L'assistance à la maintenance, c'est quoi? C'est 25 ans de durée de vie pour des champs pétroliers. Ensuite, nous sommes diversifiés vers les indépendants, vers les petits indépendants, vers les gros indépendants. Et puis nous avons obtenu la crédibilité au fur et à mesure chez les entrepreneurs, c'est ce qu'on appelle les contracteurs, en leur fournissant donc un navire, des robots. Et là, nous leur donnons de la disponibilité. L'excellence opérationnelle, c'est quoi? C'est un track record. L'excellence opérationnelle, c'est amener des colis dans 3000 mètres d'eau. 3000 mètres d'eau, c'est 10 fois la hauteur de la Tour Eiffel. C'est des colis qui font entre 20 et une centaine de tonnes. C'est 500 connexions sous-marines réalisées jusqu'à 3000 mètres d'eau. Des connexions, c'est quoi? C'est des objets qui pèsent 20 tonnes, 60 mètres de long, et on joue au bilboquet sur 10 fois la hauteur de la Tour Eiffel. C'est une technique, c'est un marché de niche, c'est effectivement ce que vous disiez Gaël, c'est un peu différenciant. C'est aussi installer 350 wellheads, c'est les têtes de puits, c'est les vannes qui évitent toute pollution au fond de la mer. C'est des colis qui font entre 50 et une centaine de tonnes. Et tout en ayant des mouvements de surface qui sont relativement importants. Donc ça demande des équipes qui techniquement sont à la pointe de la technologie. Ce sont des bateaux qu'on a commandés en série. C'est le juste moyen au juste prix aussi. Nous apportons un service à qui? Aux producteurs d'abord, donc sur les 25 ans de pérennité de leur champ. Et 365 jours par an, 24 heures sur 24. Cette disponibilité, c'est même au-delà des 95% qu'on leur propose. Il faut que nous ayons des robots. Des robots, c'est quoi? C'est des bras, c'est des caméras. Nous sommes les yeux de nos clients au fond de la mer pour maintenir leur production. C'est des bateaux et on a choisi une segmentation de bateaux qui est 40 tonnes, 100 tonnes, 150, puis 250 tonnes. J'expliquerai un peu plus pourquoi on est allé sur cette segmentation et quels sont nos concurrents. Qu'est-ce que nous faisons avec nos équipes d'engineering? Nous apportons des solutions à partir de nos assets, bateaux et robots. Et nous supportons donc la production pétrolière de l'oil and gas. Nous faisons de l'inspection, c'est-à-dire juste du visuel, regardez si tout va bien, c'est une checklist du docteur. Nous faisons de la maintenance, c'est-à-dire la réparation programmée, mais aussi des réparations, soit en direct, soit en forfait, et nous y viendrons. Et puis, par la force de la nature, nous avons pu conquérir effectivement les entrepreneurs, les contracteurs. Nous ne sommes pas seuls sur ce marché. Nous ne sommes pas seuls et nous avons en fait 3 types d'acteurs. Les armateurs mondiaux, que vous voyez essentiellement en mer du Nord, qui sont ces amateurs mondiaux, les sociétés de services qui affrètent des navires, et puis des acteurs locaux qui profitent du pavillon local. Et Bourbon, c'est aussi pourvoyer du pavillon local, puisque l'année dernière, nous avons repavillonné nos BO 800 pavillons indonésiens. Cette année, nous refaisons un pavillon malais. Donc l'accès au marché est aussi à travers le pavillon. Et grâce à nos partenaires, nous pouvons parfois effectivement changer ces pavillons ou avoir double pavillon. Donc on trouve des acteurs qui géographiquement n'ont pas forcément le même footprint. Donc on trouve la mer du Nord, qu'on retrouve aussi au Brésil et qu'on va retrouver en Australie. On va trouver les acteurs de pavillons nationaux, notamment les Jones Act, acteurs américains, et on va trouver les acteurs locaux, tels que vous le voyez en Asie, dans le Moyen-Orient. Et les sociétés de services qui, elles, ont un footprint beaucoup plus global. L'important, c'est d'avoir le bon moyen, au juste prix, au bon endroit. Alors Bourbon Subsea a positionné une flotte de par le monde et on s'est concentré sur notre métier initial, sur notre zone de confort au départ, qui est l'Afrique. L'Afrique avec nos partenaires. Donc nous appuyons aussi sur les partenaires de la marine. Et de l'Afrique, nous avons grandi vers l'Asie, nous avons grandi vers le Moyen-Orient et récemment en Inde, pays émergent sur le développement du gaz, puisque nous avons signé 3 ans de contrat chez Reliance pour du deepwater. Le juste moyen, le juste prix. Il y a encore quelques années, Reliance allait prendre un bateau avec une grue de 150 tonnes. Nous leur avons donné un bateau avec une grue de 25 tonnes. Juste moyen, au juste prix. L'important de la maintenance. Un sou est un sou chez les pétroliers aussi. Nous sommes donc développés avec des partnerships et nous sommes proches de nos clients.
proche de nos clients, ça veut dire quoi? Leur apporter des solutions sur le maintien de la production. 25 ans de production, vous avez vu tout à l'heure qu'on a une décroissance de la capacité de production des réservoirs, et donc nous leur amenons des solutions. Nous avons développé notamment des flexibles pour injecter des produits chimiques dans le puits pour stimuler la production. Nous sommes, je dirais peut-être prétentieusement, peut-être le cardiologue ou le médecin du puits, mais ça nous a valu effectivement cet award en octobre 2017 de la part de Total. Après 30 ans de bons et loyaux services, c'était peut-être une juste récompense, mais au moins on l'a eu au bout de 30 ans. Donc c'est une certaine reconnaissance dont nos équipes peuvent être fières. Alors aujourd'hui, c'est quoi Bourbon Subsea Services? C'est quoi? C'est des ingénieurs qui apportent des solutions, c'est des robots et des navires. Demain, ça sera quoi? Ça sera effectivement des ingénieurs, des robots, des navires, mais un peu plus. Vous avez pu constater à travers le communiqué du chiffre d'affaires qu'en 2017, nous avons réalisé 220 millions. C'est à peu près un chiffre stable par rapport à 2016, puisque nous avons réalisé 217 millions en 2016 et 220 millions sur le subsea en 2017. Cette stabilité du chiffre d'affaires, elle est faite un peu différemment. Nous avons commencé cette transformation puisque 10% du chiffre d'affaires réalisé en 2017 a été fait à travers des projets clés en main. Des projets clés en main, ça veut dire quoi? Une obligation de résultat, un peu une prise de risque supplémentaire sur 3 secteurs. Le pipeline, les petits câbles, les énergies renouvelables, puisque nous voulons participer à la transition énergétique, et aussi une opération un peu spectaculaire de pompage d'une épave dans le détroit de Singapour avec 1000 bateaux qui passaient de part et d'autre toutes les semaines. Donc nous savons effectivement prendre des contrats clés en main de taille raisonnable, de risque mesuré. Donc demain, c'est quoi Bourbon? Bourbon Subsea Services, c'est effectivement un mixte d'affrètement et de risques de projets clés en main. Des bateaux à partir de nos assets, des ROV, mais c'est aussi un capital humain. Donc notre vision et la vision que je souhaite partager avec mes équipes, c'est quoi? 1, on participera à la transition énergétique avec l'éolien flottant et les hydroliennes. 2, apporter des solutions à nos clients pour maintenir la production, c'est-à-dire la stimulation de puits. 3, avoir des projets clés en main dans des mesures raisonnables et des risques raisonnables à la dimension de Bourbon Subsea Services. Et 4, maintenir nos assets en opération et continuer avec cette expérience opérationnelle. Alors je vais passer un peu... C'est une équipe à bord de nos navires sur le 802, et pour les amener, ces équipes, soit vous prenez les decks, mais il est un peu encombré cette fois-ci. Donc heureusement, François va vous parler de la mobilité et du transport de tous ces passagers, de tous ces techniciens qui sont offshore. Merci François. Merci Patrick. Bonjour à tous. Donc effectivement, Mobility, le métier de Mobility, c'est le voyage, c'est le transport, c'est amener ce personnel sur leur lieu de travail et puis les accompagner également au cours de leur activité. Donc on fait 2 grands types de voyages. On fait des voyages qui sont des voyages longs, qui vont aller sur des distances qui peuvent aller jusqu'à 100, 150 miles même parfois. Et qui sont des transports qui vont s'apparenter beaucoup à un transport en termes de niveau et de service qu'on peut trouver dans l'aérien. Et puis nos clients louent également nos bateaux pour les placer sur les sites d'opération. Ils les louent à la journée et à ce moment-là, notre métier, c'est de transporter leur personnel chaque jour dans leurs tâches quotidiennes, amener les techniciens et les ingénieurs qui peuvent avoir à bouger d'une barge à l'autre ou d'un bateau à l'autre. On a ici une belle illustration d'un de nos navires, d'un de nos bateaux en train d'effectuer une opération en train d'embarquer des passagers. Alors c'est une activité sur laquelle nous sommes présents depuis plus d'une trentaine d'années et sur laquelle nous avons acquis une position de leader incontestée. On est reconnu sur le marché comme étant le leader du transport de passagers rapide en mer pour les pétroliers et les contracteurs. On voit qu'on travaille avec tout le monde. Je pense que ça illustre bien cette reconnaissance. Aujourd'hui, on transporte plus de 3 millions de passagers. C'est un chiffre important. On réalise un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros en 2017.
Ce chiffre d'affaires, on le fait dans plus de 10 pays avec 2300 collaborateurs qui sont basés dans ces pays, donc une présence locale très forte. Et puis, on le réalise également avec une flotte qui est une flotte unique de près de 270 bateaux qu'on appelle des surfeurs et qui nous a permis de prendre cette position de leader dans le temps. Cette flotte, elle est unique parce que c'est un marché qui a de très grosses barrières à l'entrée. Des barrières à l'entrée en termes de sécurité, parce qu'il va falloir transférer du personnel en haute mer. Des barrières à l'entrée en termes de technologie, parce que c'est une opération, c'est un voyage qu'il faut faire rapidement en mer. Donc il faut être capable d'accéder à cette technologie. Et puis une barrière à l'entrée qui est également lié à l'exigence des clients en termes de disponibilité, parce que c'est des services qu'on peut rendre 24 heures sur 24, et donc ça prend une taille de flotte. Donc on a la flotte, on a la taille de flotte qui nous permet de justement donner le niveau de service qu'attendent nos clients. On a également développé avec ce concept surfer un concept très standardisé, ce qui nous permet donc d'avoir une maintenance, des coûts de maintenance très bas, mais également une maintenance très rapide pour avoir des temps d'arrêt de nos bateaux qui soient diminués au maximum et faire que quand on voit là, on a une illustration d'un changement de moteur, et bien si on a une défaillance sur un bateau, on est capable de mettre un nouveau moteur, de le réparer et de mettre un nouveau moteur dans le bateau qui va repartir et qui va continuer de pouvoir servir nos clients. Barrière à l'entrée à cause de la technologie, parce qu'il faut être capable d'avoir une technologie qui nous permette d'aller sur des vitesses à 40 nœuds dans le transport de passagers. C'est très rare, peu de gens l'ont, et Bourbon a été visionnaire et innovant en choisissant un système de propulsion il y a plusieurs années, ce qui lui a permis de prendre une longueur d'avance sur nos concurrents. Et enfin, on a été également très innovant en inventant un concept unique de boat landing, et qui est la clé du succès et qui est également une des raisons principales pour lesquelles nos clients vont nous choisir aujourd'hui, c'est qu'il faut être capable de transférer nos passagers de façon sécuritaire, rapidement, en haute mer, sur une mer qui peut être parfois agitée. Donc aujourd'hui, c'est un processus que nos équipes maîtrisent parfaitement. On est capable de transférer jusqu'à 50 passagers en moins de 10 minutes. Et donc tout ça fait qu'effectivement ce concept de surfeur est unique et qu'aujourd'hui on a réussi à avoir sur ce marché une position d'avance, une position de leader. Pour autant, on n'est pas seul. On a une concurrence qui vient à la fois de l'air et de la mer. Alors sur les longs trajets, sur le transport longue distance, notre principal concurrent, bien sûr, c'est l'hélicoptère. Ça reste l'hélicoptère. Alors il y a eu un transfert parce que l'hélicoptère est plus cher. L'hélicoptère a eu également des problèmes techniques qui nous a permis d'avoir un transfert du passager vers nos bateaux. Mais il y a encore des gens qui préfèrent l'hélicoptère. Donc dans la transformation qu'on va devoir faire demain de cette activité, il va falloir qu'on s'assure et qu'on soit capable de répondre également aux passagers qui préfèrent encore aujourd'hui l'hélicoptère et les ramener vers le bateau. En mer, on a un concurrent américain qui a acquis une technologie récemment qui lui permet également de transférer des passagers à des vitesses rapides de 40 nœuds, comme je vous l'ai dit. C'est Seacor. Il a fait un choix technologique différent du nôtre. Donc, ce sont des gros catamarans qui coûtent beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, il exploite une flotte de 6 bateaux, dont 3 en Afrique de l'Ouest. Enfin, dans les transports, sur notre marché de transport quotidien, l'Interfield, là on retrouve une multitude de concurrents, de petits concurrents locaux qui vont avoir des flottes dont la taille peut varier de 3 à le concurrent principal à 25 bateaux. Donc on voit que c'est des gens qui vont être assez opportunistes, vont venir chercher des contrats, mais ne vont pas avoir toute l'infrastructure qu'on a au travers de ce concept surfer avec une base de maintenance et une présence locale, et qui parfois ont tendance à naître et disparaître dans le temps. Mais ils sont toujours là.
du coup, toute cette position de leader, on l'a eu en étant innovant. On l'a poussé au maximum dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest, ce qui nous a permis, ce qui fait qu'aujourd'hui, une activité qui est très très concentrée dans cette région. Ça tient aux caractéristiques techniques de nos bateaux. Maintenant, demain, il faut qu'on réfléchisse éventuellement à des adaptations à faire pour aller sur d'autres marchés. Gaël l'a dit, pour nous, la crise, c'est une opportunité pour réinventer nos modèles, parce qu'on ne se satisfait pas d'être leader aujourd'hui, on veut rester leader et être leader demain. Et je pense qu'on l'a vu au travers de toutes les présentations, et c'est encore plus vrai pour Mobility. Si on est leader aujourd'hui sur cette activité, c'est parce qu'il y a 30 ans, on a finalement nous-mêmes défini les standards de cette activité en étant innovant et visionnaire. Donc aujourd'hui, on en est là. Si on veut rester leader demain, il va falloir qu'on change notre modèle d'affaires en étant innovant et visionnaire et en amenant finalement de nouveaux services à nos clients et à nos passagers. Et on pense que cette révolution, elle va passer justement par une plus grande attention et en développant de nouveaux services pour nos usagers et nos 3 millions de passagers. Donc des nouveaux services qu'on va pouvoir leur offrir à bord, des nouveaux services qu'on va pouvoir également aller chercher en sortant de notre activité actuelle et en nous diversifiant, et puis en investissant dans de nouveaux outils. Aujourd'hui, le standard, quand on prend l'avion, quand on prend le train, on sort notre téléphone portable pour l'embarquement, pour le check-in. Éventuellement, avant, on a même commandé notre billet sur notre téléphone portable. Éventuellement, on a choisi notre place. Éventuellement, on a même choisi notre repas sans gluten avant d'embarquer. Demain, ce sont des services auxquels nos usagers sont habitués et vont attendre de nous. Et donc, il faut qu'on transforme nos activités dans ce sens-là. Sortir de notre périmètre actuel, ça peut être également être moteur et innovant dans l'ensemble de la chaîne du transport de voyageurs. Aujourd'hui, les terminaux de transfert de passagers maritimes ne sont pas au niveau où ils devraient être en termes d'innovation. Très certainement, nous avons l'opportunité de trouver des partenaires pour structurer cette activité et prendre des positions sur ces marchés. Donc c'est aussi des choses que l'on va regarder. Et d'une façon générale, si demain on dit à nos clients qu'on est capable de les prendre à l'aéroport Charles de Gaulle et de les amener sur la plateforme et de les ramener avec tout ça, ils ont pu commander leurs billets sur Internet, eh ben, je pense qu'on va répondre à un véritable besoin, parce qu'aujourd'hui, sur un transfert, pour un passager qui part de France pour se rendre sur la plateforme, il peut avoir affaire à une dizaine d'interlocuteurs, et donc préparer son voyage, c'est de la contrainte. Donc notre objectif, c'est de simplifier cette expérience, simplifier l'expérience du voyage à nos passagers, à nos usagers, en leur amenant des nouveaux outils. Une image vaut 1000 mots, donc voilà... Voilà notre passager aujourd'hui qui est en train de faire son embarquement, vous voyez, encore au papier. Mais j'ai la conviction que le Bourbon InMotion pour Mobility va pouvoir s'appuyer sur ce qui a toujours été son succès, c'est-à-dire sa capacité d'être visionnaire et innovant. Ouais. Merci François. De bien belles ambitions pour Mobility. Et François est l'illustration parfaite de ce nouveau Bourbon InMotion qui accélère, parce que François nous a rejoints hier, et 24 heures après, il est devant vous sur l'estrade. Merci. Vous l'avez compris, la feuille de route est assez claire. Créer au plus vite les deux sociétés de différenciation que sont Bourbon Subsea Services et Bourbon Mobility. Accompagner la transformation de Marine et Logistique pour qu'elle devienne une société autonome dès le deuxième semestre de cette année, en investissant dans le programme Smart Shipping, en réactivant la flotte Smart qui est stackée, parce que oui, l'activité repart, en se séparant de la flotte non-Smart, et Victor l'a expliqué, en commençant à se développer et fournir des services intégrés à nos clients. En parallèle, nous allons adapter l'organisation du groupe et de sa gouvernance.
En conclusion, attendre n'est certainement pas une option, parce que demain ne sera pas pareil que hier. Nous devons évoluer, nous devons nous réinventer, et c'est tout l'enjeu de ce plan Bourbon in Motion. Bourbon in Motion, c'est mieux servir nos clients à travers 3 sociétés qui pourront déployer leur propre stratégie avec leurs propres équipes et leurs propres moyens. Petit à petit, faire évoluer leur modèle vers plus de services intégrés, mais pas simplement en rajoutant des fonctions de façon pragmatique, étape par étape, en prenant des risques mesurés grâce à la technologie. Bourbon in Motion, c'est améliorer l'excellence opérationnelle à coût optimum en s'appuyant sur le programme Smart Shipping, en capitalisant sur la révolution digitale et en utilisant nos partenariats technologiques avec la société Kongsberg ou Veritas, par exemple. Enfin, Bourbon in Motion, c'est accompagner le challenge de l'évolution de l'être humain. C'est certainement le plus complexe et le plus passionnant parce que les rôles et responsabilités de tout un chacun, les compétences, l'organisation évoluent. Non, la machine ne va pas remplacer l'être humain. Vous le voyez sur le graphe à gauche. L'être humain aujourd'hui, quand il doit réaliser une opération, il capte l'information par lui-même, les yeux, les oreilles, il l'analyse, ensuite il prend une décision et peut-être, après, il agit. Petit à petit, on le voit en vert, la machine ou l'intelligence artificielle va reprendre certaines de ses fonctions, l'analyse d'informations, pourquoi pas à terme prendre certaines décisions et agir. Mais en parallèle, le rôle et les responsabilités de l'être humain vont eux aussi évoluer vers plus d'action, plus de management, plus d'analyse de risque et plus de pilotage de l'activité globale en fait. C'est donc un changement majeur et c'est le chemin qu'ont pris les femmes et les hommes de Bourbon. Le changement a toujours été dans l'ADN de Bourbon. Et encore une fois, nous sommes confiants de pouvoir le délivrer. Je vous remercie. Nous allons distribuer des micros dans la salle et nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions. Bien. Oui. Oui, bonjour, Guillaume Delaby, Société Générale. Alors d'abord, bravo à Gaël, parce que c'était une présentation de qualité et surtout une présentation non complaisante sur la situation actuelle. Alors moi, je voudrais tenter ma chance avec des questions un peu plus financières. J'aurais voulu savoir si le produit de cession des bateaux que vous allez céder, si quelque chose entre 100 et 150 millions d'euros, c'était une estimation raisonnable. J'aurais voulu savoir également, avoir une idée un peu précise de ce que vous allez devoir payer au cours des prochaines années aux partenaires dans le cadre de l'ancien plan Asset Smart, pour avoir un petit peu une visibilité sur les cash flows. Et enfin, alors là je vais être un peu désagréable, mais fin 2019, a priori vous n'aurez plus beaucoup de fonds propres. Quel est le plan à ce moment-là? Voilà, merci. Je tente ma chance. Alors c'est bien de tenter sa chance, mais ce n'est pas aujourd'hui la présentation des résultats. Et je vous propose de répondre à ces questions à mi-mars, quand nous publierons nos résultats en détail. Bonjour. 3 questions peut-être. Jean-Luc Romain, CMCIC Market Solutions. La première, pour passer d'un modèle de day rate à un modèle de dollars ou par tonne pour l'activité Marine Services, combien de temps, quels objectifs? La deuxième, 4 marins en moins par navire, ça fait sur 130 navires, ça fait 520
marins, est-ce que tous vont à terre pour le contrôle à distance? Est-ce que ça implique un plan ou des charges de réduction d'effectifs? Troisième question, la filialisation de chacune des 3 divisions ouvre éventuellement la porte à des alliances stratégiques pour l'une ou l'autre des divisions. Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens? Alors, tout d'abord, quel est le temps? Ça dépend en fait des trois activités. On le voyait, l'activité par exemple Subsea a déjà réalisé des projets clés en main, donc je dirais c'est déjà le cas aujourd'hui. Sur l'activité marine et logistique, on voit que maintenant, depuis que l'on a connecté notre flotte, on a des informations qui sont de plus en plus intéressantes pour nos clients. Et finalement, c'est peut-être nos clients qui nous tirent pour nous dire mais pourquoi vous ne proposez pas un service plus intégré sur la partie marine et logistique, par exemple. Et d'ailleurs, nous avons des projets sur lesquels nous travaillons en ce moment et nous espérons pouvoir avoir des références dès l'année 2018. Concernant Mobility, en fait, c'est peut-être cette activité-là qui prendra peut-être plus de temps, mais l'idée, encore une fois, c'est d'aller vite et de pouvoir commencer à réaliser des tests dès cette année. Concernant l'évolution des compétences, est-ce que l'on doit prévoir ou pas un plan social? Non, pas du tout, en fait. Parce qu'aujourd'hui, une partie, effectivement, des équipages qui seront transférés à terre, mais n'oublions pas que aujourd'hui, cette flotte Smart, son taux d'utilisation augmente. Et en fait, on considère que entre le nombre de personnes qui seront débarquées et les navires que nous allons réactiver, nous devrions trouver un équilibre. Donc non, pas de plan de licenciement. Au contraire même, je pense que on va voir qu'avec les services intégrés, nous allons avoir certainement besoin de compétences supplémentaires. Et je pense que ce sera plutôt l'inverse qui se réalisera. La dernière question, c'était les alliances. Le but de créer ces 3 sociétés pour qu'elles aient leur propre stratégie, c'est bien pour qu'elles puissent faire ce qui fait sens et qui seront décidées par leur conseil d'administration. Donc oui, et je serai le premier à challenger nos trois CEO pour qu'ils viennent avec des idées, mais si ça fait sens, bien évidemment. Soit d'un point de vue accès au marché, soit d'un point de vue nouveaux services. Mais voilà, mais donc oui, le but de créer ces sociétés indépendantes, c'est bien qu'elles aient toutes leurs autonomies et surtout autonomie en termes de stratégie. Bonjour, Jean-François Rejon, Odo, BHF. Alors comme Guillaume, je suis un peu frustré par votre réponse précédente, donc je vais quand même retenter ma chance. Et vous aurez la même réponse. Est-ce que déjà on peut revenir un petit peu sur vos anticipations par division en prenant la nouvelle organisation et présentation, sur les tendances que vous voyez en 2018, parce qu'on a bien compris que vous aviez un projet qui s'inscrivait plutôt dans le long terme. Néanmoins, nous, désolé, mais en tant que boursier, on se doit d'avoir aussi une vision un peu plus court-termiste. Donc après un exercice 2017 compliqué, on l'a bien vu, vous parliez de points d'inflexion, de points bas. Est-ce qu'on peut néanmoins envisager, et par division, un redressement, un début de redressement ou pas? C'est ma première question. Deuxième question, concernant les prix, on a compris que vous preniez une option beaucoup plus prudente en considérant qu'avec l'arrivée de nouveaux, le retour sur le marché de navires cold stackés, vous ne voyez pas de hausse de prix d'ici avant 2020-2021. Est-ce que néanmoins, vous envisagez toujours pour 2018-19 une poursuite de la pression sur les prix? Troisième question, est-ce que vous pouvez quand même faire un peu le point sur l'évolution de la dette qui est assez conséquent, donc voir un petit peu quelles sont les mesures pour réduire ce niveau de dette-là. Et dernier point, vous parlez de nécessité de réduire de 20 à 30% encore les coûts pour pouvoir être économiquement profitable. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus précisément dans le détail pour quantifier comment on peut arriver à ces moins 30%? On a compris qu'il y a probablement des réductions d'effectifs, mais être un peu plus précis dans ce domaine-là. Merci beaucoup.
Ouais, effectivement, concernant les demandes, concernant les éléments financiers, je vous propose de se retrouver le 15 mars pour répondre à vos questions. Concernant les projections, aujourd'hui, vous l'avez vu dans nos projections, 2018 sera encore une année en termes d'investissements pétroliers qui vont se réduire. Donc 2018 restera une année compliquée, même si effectivement l'activité repart petit à petit. Par contre, effectivement, en termes de tarifs, nous ne voyons pas les tarifs nous augmenter avant 2020-2021. Alors, c'est possible que d'un point de vue régional, il y ait des phénomènes locaux. Je pense particulièrement à la mer du Nord où l'année dernière, il y avait 24 appareils de forage en opération au pic de l'activité à l'été. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a déjà 36 appareils de forage commis pour travailler en mer du Nord l'été prochain. Donc ça représente une activité de plus 30%. Donc en moyenne, la pression restera forte sur les prix. Par contre, après, effectivement, régionalement, on peut voir des phénomènes spécifiques. Après, et c'est pour ça que, n'ayant pas de visibilité, comme le disait Victor, en fait, on a une empreinte internationale, donc on essaiera de bénéficier au mieux de ces effets régionaux. Mais comme on pense que les tarifs ne bougeront pas avant 2-3 ans, c'est pour ça que on ne peut pas attendre, on ne va pas juste attendre que les tarifs montent, et c'est pour ça qu'on veut tomber nos coûts. Donc tomber nos coûts, la base principale, c'est vraiment passer de 14 à 15 personnes à 9 à 10 personnes embarquées. C'est vraiment ça le principe de base. Après, on va être capable, sur cette flotte Smart, de connecter environ 30 à 40 navires par an. Donc 30 à 40 navires par an, un demi-million d'euros d'investissement par navire. Ça va prendre 2018, 2019, 2020. Donc on verra le premier plein effet de cette réduction des coûts à l'année 2021. Et par contre, graduellement, nous allons commencer à la modifier. Et un bateau, dès qu'il est modifié, c'est une personne en moins, 2 personnes en moins, 3 personnes en moins, 4 personnes en moins. Donc tout de suite, on voit les effets. Oui, une question au fond là-bas. Oui, bonjour, Tiffany Berthaud, financière de la Cité. Je vais tenter ma chance également, mais sur une façon un peu déviée. Votre plan nous paraît assez ambitieux. Est-ce que je peux me permettre de poser la question de comment vous allez le financer ? Ambitieux, en fait, c'est 75 millions d'euros sur 3 ans, donc 25 millions d'euros par an. Eut un temps, on prenait une livraison d'un bateau à 20 millions tous les 15 jours. Donc, d'un point de vue investissement, je ne pense pas que ce soit un point ambitieux en termes d'investissement. Je pense que c'est raisonnable. Mais encore une fois, concernant les éléments financiers, je suis breton. Je suis à Marseille, mais je suis breton. Donc, ce sera la même réponse. Ok, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre attention. Merci d'être venus si nombreux et à bientôt.